Gagner de l'argent et se constituer un patrimoine lorsqu'on n'a pas touché d'héritage, ça peut paraître très compliqué et pourtant c'est possible et mon invité du jour, Julien Calamotte, en est l'exemple parfait. Julien est l'un des tout premiers membres Finari. Il est parti de rien il y a 15 ans et avec un CDI en poche et 5 000 €, il a réussi à se constituer un patrimoine immobilier très conséquent. Moi ce que je ressens quand je te parle, c'est que tu es lancé dans l'aventure et ensuite tu as commencé vraiment à te mettre dans un espèce de mindset immobilier. Comme tu as dit, tu voulais être le caïd de Toulouse. C'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui débute, pour qu'il puisse aussi basculer dans ce mindset où en fait ça va devenir une machine de l'immobilier? Après avoir acheté des dizaines de biens, il dirige aujourd'hui une entreprise d'investissement immobilière qui permet aux gens de faire comme lui et qui s'appelle Artae. On fait tout ça pour quelque chose. In fine, c'est que du pognon. Faut pas se mentir. Mais c'est quoi cet horizon? Est-ce que c'est dans 5 ans je vais arrêter de bosser? Est-ce que c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce que c'est pour améliorer ma retraite? Dans cette vidéo, il va nous partager son guide étape par étape pour devenir investisseur locatif et réussir à votre tour à vous construire un empire dans l'immobilier. Déjà, passer de 1 à 20 en 10 ans, je pense que c'est totalement possible et réalisable pour beaucoup de monde. Je dis ça au hasard. Non, mais ça fait 2 par an, in fine, un par semestre, franchement, ça se fait largement. En continuant à travailler, on est d'accord? En continuant à travailler, bien sûr. Salut Julien. Salut Mounir. Bienvenue sur le plateau. C'est cool de t'avoir plusieurs années après notre premier épisode qui avait beaucoup fait réagir. Je pense que tu avais montré notamment un schéma qui avait un peu cassé Internet. Là, l'idée, c'est de repartir des bases, de parler de l'investissement immobilier, évidemment, de l'investissement locatif, en parlant du premier achat, du passage de un achat à plusieurs, à un espèce de petit empire, et ensuite peut-être d'ouvrir aussi, et de pas que parler des appartements, mais de parler des autres opportunités que tu vois dans le marché. Ok. Donc, si tu veux, on commence tout de suite par le premier achat. Et du coup, la première question que j'ai, c'est, toi, quand tu as fait ton premier achat, il me semble que c'était il y a 15 ans, tu étais dans quelle situation? C'est ça, c'est juste, c'était il y a 15 ans, j'étais salarié. Et je venais, d'ailleurs, ça faisait quoi, 2-3 ans que j'étais salarié, donc je commençais à être salarié. J'avais déjà acheté ma résidence principale, donc ça, c'était déjà un premier achat qui, pour moi, reste un investissement, c'est important aussi. Moi, j'étais rentré du Canada, j'arrive en France, j'ai trouvé un CDI, et de suite, j'ai pas eu envie de payer un loyer. Donc déjà, je pense qu'il y a ce mindset qui m'a aidé à me dire, je veux pas payer un loyer pour rien, je veux capitaliser pour moi. Et puis rapidement, en fait, on a acheté un premier bien. Après un constat assez clair, c'est que mon épouse avait déjà acheté juste avant un équivalent du Pinel d'aujourd'hui, qui était un loi d'Eurobien à l'époque. Et ça nous coûtait cher par mois. Donc en effort d'épargne, c'était assez galère à louer parce que souvent c'était dans des contrées un peu lointaines ou des quartiers pas sexy. Et donc mon constat a été, c'est pas possible d'investir dans l'immobilier et que ça nous coûte du pognon comme ça, juste pour économiser des impôts qu'en plus on payait pas trop parce que c'était dans son ancienne vie, donc nous on n'en avait pas besoin. Donc l'idée c'était d'arbitrer. Et là elle me dit, moi le conseiller en gestion de patrimoine, quand j'ai posé la question de savoir s'il achèterait le d'Eurobien qu'elle avait acheté avec son ex-mari, le conseiller en gestion de patrimoine lui a dit absolument pas, moi je ferai du LMNP. Et c'est pour ça que c'est un bon conseiller. Voilà. Mais il aurait pu lui dire avant quand même. c'est un conseiller qui vend ce qu'il n'achète pas. Donc voilà, mais il vend des choses sur lesquelles a priori il est commissionné. Exactement. Voilà. Donc on a acheté nous derrière, on l'a écouté finalement avec quelques années de retard et on a acheté un studio en hypercentre de la ville de Toulouse, qui est bientôt la 3e ville de France. Bientôt. Devant Lyon. Bientôt peut-être un TGV. On va faire un TGV rapide sur Bordeaux et Toulouse. Ouais. Et du coup, donc tu étais en CDI. Là, avec le recul, toute l'expérience que tu as, c'est quoi la situation idéale pour commencer à investir dans l'immobilier? Situation professionnelle, aussi personnelle? CDI, clairement. CDI, clairement. Malheureusement, j'ai envie de dire aussi, parce qu'en France, effectivement, il y a cette sécurité de l'emploi sous ces 3 lettres, CDI, qui en fait, en soi, n'est absolument pas une sécurité, parce que tu peux perdre ton emploi du jour au lendemain, ou même tu peux le quitter du jour au lendemain aussi. Ça, la banque n'y peut rien, une fois qu'elle t'a prêté l'argent. Donc, pour moi, c'est CDI. Non, il faut profiter de ça, parce qu'aujourd'hui, les banques prêtent plus facilement à des gens qui ont un CDI. Donc, je dis à tous les salariés, emprunter tant que vous pouvez emprunter, ça c'est vraiment mon conseil basique. Toi, tu as commencé à investir il y a 15 ans, tu as emprunté à quel taux pour ce fameux studio? J'ai emprunté, alors la maison en 2008 c'était 5%, ça je m'en rappelle, 5%. Peut-être 5,10 même peut-être, 2008 donc la crise, voilà. Mais on s'est même pas posé la question. Pour nous c'était évident qu'on préférait juste acheter, et même si on remboursait que peu d'intérêts, on préférait rembourser que peu de capital. On préférait rembourser que peu de capital plutôt que donner à 100% d'un loyer à un propriétaire qui, lui, pour le coup, allait peut-être rembourser du capital à notre place. Ouais. Voilà. Après, les biens immobiliers, je pense qu'on était autour de 3,90, donc quasiment les taux qu'on a aujourd'hui. Et pareil, on n'a pas fait de comparaison, on ne s'est pas posé la question. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que tu penses que ça reste un bon moment pour faire de l'immobilier locatif? Je pense qu'il n'y a pas de mauvais moment en soi. Ça dépend. En fait, il faut adapter le projet au coût de l'argent.
c'est mathématique. Tu le sais, hein, sur Finari, vous traitez que ça, des chiffres. En fonction du coût de l'argent que tu vas payer, en fonction des fonds propres que tu peux dédier et de comment tu peux les faire travailler ailleurs et de l'effet de levier donc tu peux générer par rapport au coût de cet argent, faut avoir un rendement qui en face est cohérent avec ça. Voilà. C'est vrai qu'acheter de l'argent à 4% et acheter un bien qui va générer 4% de rendement net, c'est pas vraiment intéressant a priori. Maintenant, si ton rendement est supérieur, oui. Avant de rentrer dans le détail du projet immobilier locatif, tu as parlé de ta résidence principale que tu considères comme un investissement. Comment tu vois cette question un peu philosophique, acheter versus louer, aujourd'hui aussi avec le recul que tu as en tant qu'investisseur immobilier? C'est intéressant parce que c'est une question qu'on revoit souvent sur les forums de discussion, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il faut acheter sa RP ou pas? Moi, je dis que oui parce que j'ai une vie de famille et que déjà, quand j'ai commencé à investir, j'étais avec une femme qui avait déjà 2 enfants et donc on considérait les choses avec une vision familiale. Donc je vais parler pour ma part. C'est assez subjectif. Mais je crois que oui. Et j'ai toujours été de ceux qui vraiment ont envie d'avoir une résidence principale confortable, s'y sentir bien, être sécurisé là-dessus, même si j'adore le risque. Hein, pour le coup, j'ai fait que ça dans ma vie. Mais j'aime ce côté chaleureux un peu de la résidence principale. Et ce côté aussi, tu capitalises et tu sais où tu mets ton argent. Parce que c'est toi qui vis dedans, c'est toi qui l'entretiens et c'est toi qui décides de l'état dans lequel tu vas le vendre à la sortie aussi. Ce qui n'est pas le cas d'ailleurs quand tu as un bien locatif. Hein. Tu décides pas de l'état dans lequel tu vas le récupérer. Tu peux décider du locataire, mais tu peux pas trop savoir comment ça va se passer. Ouais. Et du coup, ça veut dire, pour finir sur la résidence principale, que toi, quand tu l'as acheté, peut-être que tu as changé de résidence principale depuis, tu réfléchis aussi à la revente. Pas forcément. C'est un peu le côté, c'est ça qui est un peu incohérent des fois dans ce que je fais. Ouais, c'est assez paradoxal, c'est-à-dire que pour tous les invests, oui, clairement, et c'est d'ailleurs pour ça que je privilégie beaucoup l'emplacement, on pourra en parler plus tard. Mais sur la résidence principale, oui, je vais privilégier l'emplacement, mais je vais privilégier le confort de la famille, comme je le disais. Et ça, c'est important. Typiquement, sur ma dernière résidence principale, sur mon actuel, j'ai fait des travaux qui sont franchement pas du tout cohérents avec un mindset d'investisseur. Parce que je me suis fait juste plaisir. Et je sais que quand je vais revendre... Il y a un terrain de pétanque, non? Ouais, j'ai un boulodrome dans le jardin, effectivement. Bon, j'ai tout ce qu'il faut, tu vois, et dans Toulouse. Donc, voilà, mais... tu vois, j'ai mis du carrelage grand format, je suis pas obligé de le faire. Et ça coûte un bras de l'acheter, ça coûte un bras de le faire poser, etc. Je sais que la personne qui va m'acheter la maison derrière, elle sera pas prête à payer le même prix que moi j'ai payé pour me faire plaisir à moi. Même si ça lui fera plaisir in fine à elle, tu vois. Donc, j'ai vraiment une approche un peu particulière sur la résidence principale. Voilà. On va passer à la résidence, pas secondaire, mais le bien locatif. Ouais. Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais toi, t'achètes quoi et dans quel emplacement, dans quelle localisation? J'ai acheté, ma stratégie elle a beaucoup évolué en 15 ans, c'est l'avantage aussi d'avoir un peu de recul maintenant, je peux en parler différemment. Au départ je me suis basé sur un truc très patrimonial, donc quand on dit patrimonial c'est emplacement, et ça reste quand même toujours valable hein, de manière générale, mais prix au mètre carré plus cher, loyer très élevé parce que sur marché très tendu, petite surface pour optimiser le rendement, et valeur sûre de liquidité à la revente. Voilà, ça c'est vachement important pour moi aussi, ce côté tu vois, combien tu peux vendre, est-ce que tu peux valoriser, c'est une chose, mais est-ce que tu peux revendre vite? Parce que si tu as besoin de récupérer des fonds propres à l'intérieur, si tu as besoin d'arbitrer, tu dois aller vite. Et on sait que l'immobilier c'est cyclique, et il y a des moments où tu vas mettre 1 an à vendre un truc que tu mettrais 3 mois à vendre dans un autre contexte. Voilà. Maintenant si tu as un bien qui est bien placé, tu vas peut-être mettre 2 mois au lieu d'1 mois. Voilà, c'est un peu la différence. Donc c'était vraiment cette stratégie-là au début. Et donc là, tu t'es spécialisé sur Toulouse. Pourquoi Toulouse? Parce que j'y suis né. Je suis parti vivre 5 ans au Canada, je suis revenu à Toulouse. Moi, ma vision de l'immobilier, c'est une vision très locale. En fait, c'est très difficile, je trouve, d'investir dans l'immobilier sur des marchés qui sont lointains de chez toi, parce que tu les connais pas. Ce qui est souvent le cas de l'immobilier défiscalisant, d'ailleurs, où tu achètes à l'autre bout de la France sans avoir jamais vu l'appartement. Parfaitement. Et là j'entends, le sujet, c'est pas pour la gestion de tout ça, parce que tout ça, ça peut se déléguer. Même les travaux et tout ça. Il y a des entreprises qui peuvent gérer ça. Nous, on le fait. Mais si tu veux le faire toi-même, si tu veux tout faire toi-même, il faut connaître ton marché. L'immobilier, comme son nom l'indique, c'est immobile, c'est hyper local. D'une rue à l'autre, ça change. D'un quartier à l'autre, ça change. Même d'un immeuble à l'autre, ça change. Et au sein même de l'immeuble, si tu es juste au premier étage et que dessous, tu as un kebab, clairement, tu vas sentir la frite toute la journée. Non, mais tu vois, ton locataire va pas rester 3 mois. Voilà. Si tu es au dernier étage et qu'il y a un kebab au rez-de-chaussée, c'est moins important. Tu vois.
Donc en fait, l'emplacement, en fait, c'est un entonnoir d'emplacement, l'immobilier. Et pour moi, ça, c'est vraiment essentiel. Vous l'aurez compris, pour investir en immobilier, il vous faut un certain nombre d'outils, la possibilité de suivre votre patrimoine évidemment, la possibilité de calculer votre rendement, notamment votre TRI, et enfin facilement pouvoir générer une fiche qui résume votre patrimoine et vous permet d'aller chercher d'autres crédits. Ça tombe bien, c'est exactement ce que fait Finari. Dans un outil tout en un, vous pouvez suivre votre patrimoine, gérer votre budget, gérer aussi vos passifs évidemment, voir la valeur actuelle de votre parc immobilier, générer un PDF que vous donnez à votre banquier pour qu'il vous donne plus de crédit. Donc rendez-vous sur finari.com ou sur l'application mobile pour tester tout ça. On retourne au talk. Tu as dit qu'à l'époque, tu étais un investisseur patrimonial. Ouais. Là, aujourd'hui, si tu devais refaire une première opération, comme quelqu'un qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que tu ferais ? La même chose. C'est-à-dire que si je devais faire un seul investissement, en tout cas un premier pour en amorcer d'autres, je ferais un investissement qui est sécurisant, donc qui me rassure, qui fonctionne, où je sais que je vais avoir une bonne qualité de locataire, que ça va payer, que je vais trouver un locataire vite, et si j'ai un problème, comme je disais, je peux revendre vite. Voilà. Donc, sécure. Sécure, meublé ou location nue ? Meublé pour des raisons fiscales, sauf à avoir vraiment une stratégie de défiscalisation sur du long terme. Je trouve que le déficit foncier sur la location nue, c'est intéressant quand tu as vraiment un effet, tu as des gros revenus et que tu veux bénéficier en fait d'une défiscalisation sur plusieurs années, longtemps, parce que tu as déjà des revenus fonciers. C'est pour les gens par exemple qui ont hérité de biens ou des choses comme ça, ils n'ont pas choisi la fiscalité avec laquelle ils ont hérité des biens, donc eux, ils ont besoin aussi d'aller faire du déficit foncier pour combler cette fiscalité. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, on a une niche fiscale qui est quand même vraiment faramineuse en France, qui s'appelle le LMNP. Tu sais, il y a peut-être pas 15 ans, mais il y a 10 ans, on me disait, mais le LMNP, tu crois, est-ce que ça va durer et tout franchement, moi, je ferais pas ça. Bah, écoute, moi, ça fait 15 ans que j'en profite et ça fait 15 ans que j'ai pas payé 1 euro d'impôt sur mes revenus LMNP parce que j'ai arbitré quand il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait. Et évidemment, les biens que j'ai achetés il y a 15 ans, je les ai plus. Ouais. Donc, il y en a que j'ai arbitré. Tu nous parleras de la stratégie après. Pour des raisons fiscales, ouais. Peut-être pour revenir sur le déficit foncier de la location nue, tu peux préciser en quoi ça consiste ? Déficit foncier, location nue. Alors déjà, les revenus fonciers, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est complètement à part des revenus de location meublée, qui sont traités complètement différemment. Donc, en fait, l'un ne peut pas bénéficier à l'autre en termes de déficit. Le régime foncier réel permet de lisser l'imposition sur ces revenus fonciers à partir du moment où on fait des travaux, à partir du moment où on fait vraiment des rénovations dans les appartements, jusqu'à 10 700 euros par an, à peu près. Enfin, c'est à peu près, c'est ça d'ailleurs. Voilà. Reportable, voilà, reportable aussi et glissant sur les années à venir. Il y a aussi un avantage, c'est qu'on peut baisser son assiette imposable globale, c'est-à-dire hors revenu foncier aussi, donc ses impôts même sur son salaire, etc. Parce qu'on peut déduire aussi une partie de toutes ses dépenses et de ses charges de ces revenus-là. Voilà. Pas les intérêts d'emprunt, par exemple, ça ne rentre pas là-dedans. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un peu technique et c'est mieux de l'illustrer. Okay. Mais grosso modo, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que revenu foncier, charge revenu foncier égale imputabilité sur des revenus fonciers uniquement. Voilà. Et des revenus salariaux dans un second temps, mais d'abord les revenus fonciers. Très clair. Tu as parlé de ce que tu referais en fait maintenant, donc acheter un studio hyper sécurisant, etc. Comment tu le trouves, ce studio ? Parce qu'aujourd'hui, on va dire, mais c'est facile, Julien, il investit depuis 15 ans, il a acheté, je sais pas combien de biens tu as acheté, peut-être plus de 100. C'était pas le cas au début. Donc tu as un réseau de dingue, voilà. C'était pas le cas au début. Au début, alors oui, j'en ai acheté 100, mais j'en ai pas gardé 100. Bien sûr, voilà, parce qu'avec des activités de marchand de biens, tout ça, forcément, ça fait du volume. Partie du jeu. Le truc, c'est que il faut juste sortir de chez soi, en fait, c'est la clé. Tu peux regarder. En fait, je connais beaucoup de gens qui passent des heures sur le bon coin, tu vois, ils sont le soir dans le lit, ils scrollent, comme il y en a qui scrollent des vidéos sur TikTok, eux, ils scrollent les annonces sur le bon coin, tu vois. Sauf qu'ils vont jamais visiter le bien, ils contactent jamais, donc déjà ils font pas de réseau, ils voient jamais vraiment l'état réel des biens et ils se font pas une idée du marché de manière concrète. C'est-à-dire qu'une photo, ça reste une photo. Et il y a souvent beaucoup de déceptions d'ailleurs dans ce sens-là. Voilà. Surtout que les photos aujourd'hui sont professionnalisées, c'est plus joli, c'est plus sexy. Il y a vraiment du marketing qui s'est mis quand même autour de l'immobilier. L'immobilier de luxe a aidé vachement à ça, et donc il faut sortir pour se rendre compte du marché. Et du coup, ça veut dire quoi concrètement ? Tu vas visiter des biens ? Tu visites, tu fais du réseau. Et après ça veut dire quoi faire du réseau ? Ça veut dire que tu visites, tu te présentes, tu dis qui tu es,
Aux agents immobiliers, aux agents immobiliers, ouais, bien sûr. Ou même aux vendeurs. Des fois, tu tombes sur des vendeurs qui ont pas mal de patrimoine à arbitrer aussi. Ça arrive, des gens, comme je disais, qui ont hérité de grandes familles ou autres et qui vendent eux-mêmes parce que, tu sais, il y en a qui n'aiment pas vendre par des agents immobiliers, c'est comme ça. Mais surtout se présenter, dire qui tu es et dans quelle optique tu fais ça. C'est-à-dire que si tu veux vraiment investir de manière massive dans l'immobilier, tu es obligé d'aller te présenter comme un investisseur quasi professionnel, même si tu l'es pas. Et au départ, c'est un peu comme ça qu'il faut se présenter. Moi, je sais alors pas au tout début, parce qu'au tout début, franchement, j'avais pas ces ambitions-là. Au tout départ, il y a 15 ans, si tu veux, nous, on s'était dit, on va acheter le premier bien pour y mettre nos filles plus tard, quand elles feront leurs études. Bon, c'est un truc que tu fais jamais, in fine, dans la vie, impossible. D'ailleurs, on l'a pas fait. Elles habitent toutes seules, maintenant, on l'a pas fait. Mais par contre, quand j'ai recommencé vraiment, quand les taux ont rebaissé, j'ai accéléré fortement. Là, je me suis présenté vraiment comme un caïd de l'immobilier, quoi, tu vois, auprès des agents, etc. Je voulais qu'ils pensent que à moi, en fait. Et qu'ils disent, ce mec-là, il est solide, et si j'ai un bien, je vais le proposer à lui et pas au gars d'après. Voilà. Parce qu'il a plus de chances de convertir. C'est comme n'importe quel business. L'agent immobilier, il va contacter. Voilà, il va contacter celui qui va convertir le plus vite. Très clair. Du coup, location meublée. Comment on fait pour meubler un bien de façon efficace? Beaucoup te diront il y a Ikea. Moi, je suis pas très fan. Okay. Non, Ikea, en vrai, c'est la simplicité, mais ça reste basico-basique. Et puis tous les apparts se ressemblent. Donc oui, il y en a. Tu as des best-sellers chez Ikea, tu es obligé d'y passer par là. Après, moi, là où j'insiste vraiment, c'est si vous faites des petites surfaces, type studio, T1, à insister sur la literie. Notamment si vous avez un canapé lit. Un canapé lit à 300 balles, c'est pas la même qualité qu'un canapé lit à 1000 balles. Ok, c'est quand même trois fois le prix, mais franchement, sur le long terme, on le regrettera pas. Donc pour moi, déjà, la clé, c'est la literie. Parce qu'en fait, c'est ça que tu loues. Tu loues un toit pour que le mec, il dorme, quoi. Parce que la journée, il est pas là souvent. Voilà. Et après, tu meubles... on peut nous donner une idée de budget, peut-être, tu vois. Pour meubler, par exemple, nous, un studio, une pièce, on va être entre 2005 et 3000 euros. Okay. Pour meubler au global, c'est tout. La fourchette, tout. Ouais. Voilà, les voilages aux fenêtres, etc. Le cadre déco, tout. Et après, tu rajoutes à peu près 800 à 1000 euros par pièce supplémentaire, dépendamment si c'est une chambre, un bureau, etc. Mais c'est à peu près ça les chiffres. Et surtout, tu essaies de te démarquer de la concurrence. Donc nous on a une archi d'intérieur maintenant dans l'équipe, donc c'est plus facile aussi parce que c'est son rôle. Mais quand tu es tout seul au début, moi je chignais des trucs, je regardais. Il y a un super site qui s'appelle Houzz, H-O-U-Z-Z, je crois qu'il n'y a que 2 Z, ou il y en a peut-être 3. C'est génial. Tu as plein d'archis d'intérieur qui mettent leurs trucs, c'est un peu un Pinterest de l'archi d'intérieur. Okay. Tu as plein de projets de rénovation, tu as plein d'idées, franchement tu peux chiner pas mal d'idées, tu peux filtrer par typologie, ambiance et tout ça. Il y a Pinterest aussi, qui peut être une source d'inspiration. C'est très artistique après l'ameublement et la décoration, donc c'est aussi subjectif. Voilà. Bien sûr. Et là, on a parlé des meubles, mais peut-être encore le cran d'avant. Toi, tu vas acheter des biens où tu vas faire des travaux, tu vas acheter un bien qui est déjà en bel état, tu vas juste mettre des meubles dedans, tu vas acheter un bien dans lequel il y a déjà des meubles parfois. J'ai tout acheté. J'ai acheté des meubles qui étaient vraiment déjà loués. Donc, des apparts. Ouais, des immeubles, des apparts qui étaient déjà loués. Donc, eux, il y avait tout dedans. Ils étaient loués en meublé aussi. Donc, il y avait les meubles dedans. Tu recommandes ça? Voilà. Ouais, ça peut. Franchement, ça fait quelques années, là, je pense 4-5 ans, qu'il y a quand même... je trouve que le marché s'est assaini en termes de salubrité parce que Airbnb a aidé à ça. Et comme Airbnb, c'est un peu la course au marketing visuel, du coup, les appartements, je trouve, sont beaucoup plus haut de gamme maintenant qu'avant sur le marché. D'ailleurs, tu le ressens en concurrence Airbnb pure et dure. Et donc, ça bénéficie aussi aux logements longue durée. Et donc, il arrive assez souvent qu'on puisse avoir sur le marché des biens qui sont déjà clés en main. Voilà. C'est pas pour ça que tu vas les payer beaucoup trop cher ou tu vas les surpayer. Maintenant, j'ai quand même fait plus souvent des travaux qu'acheter des biens comme ça c'est certain. Parce que j'aime ça. Parce que je suis un créatif et que j'aime bien mettre ma main à la pâte et que j'adore, en fait, tu vois, en fait, j'ai le sentiment d'apporter une contribution sociale, tu vois. De me dire, j'achète un truc insalubre. C'est aussi pour ça que j'aime bien le marchand de biens, parce que t'achètes un truc insalubre et t'en fais un truc sympa et tu remets sur le marché un truc qui est vraiment habitable et plus qu'habitable même, tu vois, parce que nous, on fait plutôt du haut de gamme. Voilà. Bon, du coup, plutôt t'aimes bien ce qui est insalubre, en tout cas en mauvais état, pour que tu puisses transformer. T'as pas ce qui est insalubre, mais en tout cas, pour toi, c'est un bon point de départ. Ouais. Tu fais les travaux toi-même, tu délègues. C'est quoi la fourchette de prix que tu vises? J'ai fait des travaaux. Donc toi-même, t'as fait des travaux. Après, encore une fois, ça reste subjectif. C'est-à-dire que moi, j'aime bien mettre la main à la pâte et j'aime bien faire. En fait, j'aimerais mourir en ayant fait le plus de trucs possible dans ma vie. Le plus tard possible. Voilà, le plus tard possible et en ayant fait le plus de trucs possible. Donc j'aime bien, en fait, j'ai cette curiosité-là. Par contre, je suis aussi fatigué. Tu vois, là, je vais faire bientôt 40 balais et je sens
cette fatigue aujourd'hui. Et donc, c'est vrai que j'ai beaucoup délégué ces dernières années et je déléguerai encore plus maintenant. Voilà. Ok. Et donc, tu délègues à qui dans ces cas-là ? Je délègue à des entreprises avec qui on a l'habitude de travailler, notamment sur la partie artisan, soit des entreprises tout court d'État, soit des artisans qu'on va piloter. Et ça, je peux le piloter, le chantier, c'est pas un problème pour le coup. Bon, après, moi, c'est mon activité professionnelle aujourd'hui aussi, donc c'est vrai que j'ai une équipe pour ça, donc je vais pas m'embêter à aller sur les chantiers à leur place. C'est leur rôle moi, je reste un client de mes équipes au final aussi. Mais si je prends il y a quelques années en arrière, ça m'est arrivé de prendre des entreprises tout corps d'État avec un maître d'œuvre à l'intérieur et moi juste de prendre quelques décisions avec lui et de faire. Je pense qu'on gagne énormément de temps, on apprend moins, donc c'est pour ça que j'ai dû le faire aussi au départ. Ça dépend avec qui on travaille aussi, il y en a qui font quand même bien monter en compétences. Mais je dirais que déléguer, ça permet d'aller beaucoup plus vite en fait. Et quand tu veux démultiplier, si tu achètes, il y a une année, j'ai acheté beaucoup de biens, quasiment un par mois. Du coup, tu peux pas tout faire tout seul, c'est impossible. Ouais. Sinon, tu n'avances pas, tu te retrouves avec des crédits qui arrivent et les biens sont pas louables et donc tu es obligé de déléguer. Et comment tu t'as trouvé ces artisans à l'origine ? J'en ai testé. En fait, toute l'équipe que j'ai aujourd'hui, je l'ai testé pendant des années. Je l'ai testé, non, j'ai pas testé pendant des années. Il y en a, j'ai testé un mois, j'ai arrêté. Mais en fait, je l'ai construite depuis des années. C'est-à-dire que les notaires, je les ai construits depuis des années. Les avocats, les huissiers, il en faut. Souvent, on parle pas on parle des partenaires qui gravitent autour de l'investisseur immobilier. On parle jamais de l'huissier. Mais franchement, c'est pas mal d'avoir un huissier qui est réactif, qui est bon, qui écrit bien les commandements de payer, les trucs comme ça. C'est pas mal. Ça peut servir. Et pareil pour les artisans. Voilà. Donc, je les teste, ça marche pas. Le prix, je m'en fous un peu, honnêtement. Okay. Je veux juste que ça avance. Et j'ai eu quand même des déboires sur des chantiers qui ont beaucoup trop traîné et où, certes, je payais peut-être un peu moins cher, mais franchement, au final, j'ai dû repayer un artisan derrière pour le refaire, donc ça m'a coûté 2 fois plus cher. Tu as parlé de ton premier investissement que tu as réalisé avec ta femme. Ouais. Ok. Ça, c'est quelque chose que tu recommandes de faire, d'investir seul, d'investir à plusieurs, d'investir avec des amis aussi, ce qu'on voit beaucoup. Et puis, dans quelle structure on fait ça ? Ouais, alors j'ai des biens avec ma femme en indivision. J'ai des biens tout seul. Elle a des biens toute seule. On a une SCI familiale où il y a notre fils à l'intérieur, depuis qu'il a 3 ans, donc associé mineur, qui est toujours mineur aujourd'hui. Et j'ai des SCI avec des associés complètement externes à la famille. Voilà, donc ils sont plutôt des amis ou des partenaires de business. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut juste que les rôles soient bien clairs quand tu le fais entre amis. Et il faut aussi que les intérêts soient communs. Parce que l'immobilier, c'est long. Et il y a des gens qui sont plus impatients que d'autres. Donc, si tu fais un projet à plusieurs et qu'il y en a un qui veut sortir au bout de 5 ans et que toi, tu t'es dit, moi, en fait, je veux pas sortir avant 20-25 ans parce que j'ai pas que ça aussi, j'ai plein d'autres trucs. Et donc, pour moi, c'est là, mais ça serait pas là, c'est pareil, tu vois. Je trouve que c'est un peu comme l'entrepreneur qui a une seule boîte et celui qui a investi dans plusieurs boîtes. Forcément, s'il s'associe avec celui qui a une seule boîte et que c'est que sa boîte, tu vois, ça peut clasher. Voilà. Et sur la structure juridique, tu as parlé de la SCI, comment tu fais ça ? Ouais, structure juridique, on a optimisé un max le LMNP. Ok. On avait des salaires franchement assez confortables, donc je vais pas vous dire que j'étais... je travaillais dans des mines de charbon et que j'ai levé des millions d'euros en étant au SMIC. C'était pas du tout ça. On avait quand même des revenus assez confortables dans le temps, parce que moi j'ai démarré assistant e-marketing, donc j'étais au SMIC au départ. On a nos revenus qui sont augmentés. Pas d'héritage, il me semble d'ailleurs. Non, absolument pas d'héritage. On avait, pour notre premier investissement, on a mis 5 000 euros d'apport, qui est à peu près toutes nos économies. Voilà. Donc on a vraiment optimisé cette partie LMNP du fait de nos revenus. Comment ça veut dire quoi, tu as optimisé Il y a un plafond ? Ouais, ça veut dire qu'admettons, tu as 100 000 euros de revenus, salariaux, par exemple, à l'année. Tu peux aller jusqu'à 100 000 euros de loyer sans passer LMP, donc en restant LMNP. Alors, okay. Passer LMP, c'est pas une problématique en soi. LMP, ça veut dire quoi ? LMNP, c'est loueur meublé non professionnel. LMP, c'est loueur meublé professionnel. En soi, d'ailleurs, le LMNP, ça reste professionnel parce que tu as un numéro de siret. C'est un peu bizarre, tu as un numéro de siret, mais tu es non professionnel. Bon. Tu es quand même inscrit au registre du commerce. Donc, c'est bizarre. Ouais, c'est bizarre. C'est pourquoi ça s'appelle comme ça. Mais on considère que comme ça ne dépasse pas justement 50% de tes revenus, c'est pas ton activité professionnelle principale. C'est surtout ça, en fait, je pense. Okay. Et dès que tu passes à l'MP, ça a quelques autres conséquences, notamment auprès des cotisations sociales, de l'URSSAF, et puis après de l'imposition, des plus-values court terme, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais en soi, c'est pas un danger. Souvent, il y en a qui disent « Oui, moi, je ne veux pas passer à l'MP, il y a trop de conséquences. »
Bon, franchement, si tu gères bien ton truc et que tu arbitres comme il faut, il n'y a pas de problème. Et une fois qu'on a optimisé ça, on est passé en SCI donc, à l'IS, qu'on a déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Impôt sur les sociétés. Impôt sur les sociétés, parce que nous, on a fait le choix. La SCI à l'IR, en soi, ça peut être bien, ça dépend des profils. Nous, si tu veux, comme on n'avait pas d'argent, en fait, et que nous, on s'est construit avec la dette, bah, du coup, on n'était pas open pour payer des impôts sur un revenu qui nous servait à rembourser du crédit. Tu as 1 000 euros de loyer, tu as 1 000 euros de crédit, pour la faire simple, et tu dois 300 euros d'impôts, bah, tu te retrouves dans un truc qui s'appelle le cash squeeze, et donc tu te fais un peu avoir parce que tu dois de l'argent que tu n'as pas. Et ça, ce sont typiquement les gens, notamment qui héritent de biens, qui louent en location nue et qui se font avoir là-dessus parce qu'ils paient des impôts alors qu'ils ont un crédit, parce qu'ils ont, je sais pas, refinancé le bien derrière, mais ils ont laissé le mec en location nue, par exemple. Voilà, ça peut arriver, ça j'en vois souvent. Et après, on a constitué, on avait déjà une holding puisqu'on avait des activités à côté aussi business. Donc, ce qui permet quand même de pas mal aussi basculer de la trésorerie et d'avoir de l'effet de levier sur TSCI. Donc, holding de tête, plusieurs SCI avec des associés différents à chaque fois, et le LMNP en direct à part qui est maximisé par ailleurs. Mais ça, par contre, si tu l'isoles comme ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Si tu n'as pas des activités commerciales à côté d'exploitation business, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire un salarié, pour moi, qui a une holding avec des SCI en dessous, je vois pas l'intérêt. S'il peut faire du LMNP, tu veux dire non, je vois pas l'intérêt parce qu'en fait, d'où va venir l'argent de sa holding ? Si ça vient de son perso, autant qu'il le mette direct dans la SCI. Parce que si c'est pour apporter en compte courant perso à la holding pour après le mettre dans la SCI, il n'y a aucun intérêt. Par contre, si c'est pour faire remonter les dividendes de société filles de la holding et les réinjecter après, sans trop de frottement fiscal, parce que c'est grâce au régime Murphy, là ça devient intéressant. Voilà. Mais c'est vrai qu'on me questionne souvent sur ça. Et pour moi, un salarié aujourd'hui seul qui n'a pas d'activité extra-salariée, business, s'il fait du consulting un peu, tout ça très bien, mais sinon, il n'y a pas d'intérêt si cette holding, elle est juste passive en fait. Ouais. Voilà. Tu as évoqué un sujet qui est clé, c'est le financement. Comment tu fais pour aller au-delà des 35% d'endettement, etc. Et comment tu as fait par le passé et finalement à t'endetter juste sur tes boîtes, quoi, en fait. Ouais. Il y a un sujet, c'est avant, il n'y avait pas de problématique de 35% max. Puis il n'y avait pas toutes ces contraintes du HCSF qui ont un an, 2, 3 ans. C'était mieux avant. C'est toujours mieux avant, de toute façon. C'est toujours mieux à la cantine et c'est toujours mieux avant. C'est comme les gosses. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, il y avait un calcul qui s'appelait le calcul différentiel. Et donc, on regardait chaque investissement. Et s'il générait une trésorerie positive, ce qu'on appelle communément le cash flow positif, du coup, on considérait que ça te générait une capacité d'endettement supplémentaire. S'il était à l'équilibre, un break-even, tu touches pas, c'est comme si tu l'avais pas. Donc, tu peux en avoir autant que tu veux, grosso modo. Voilà. Et ça, c'était cool. Après, évidemment, il y a une problématique d'encours. C'est-à-dire qu'une banque n'a pas prêté plus de X centaines de milliers ou X millions à une même tête. Il y a une idée du montant sur l'encours par tête? C'est variable. On a dit 1 million. En fait, c'était plus sur 800 000, franchement, je pense. Ça dépend si c'est RP ou locatif aussi. Ça dépend si c'est RP ou locatif. Si c'est locatif, c'est plus touchy, parce qu'ils considèrent qu'il y a plus de risques que si c'est une résidence principale, alors qu'en soi, il y a des revenus, ce qui est complètement incohérent. C'est vrai. Parce que tu as des revenus en face sur la RP, tu l'as pas, c'est ton revenu salarial, donc tu perds ton boulot, ça veut dire que tu peux plus payer ta baraque. Alors que tu perds ton boulot, tes locataires, ils peuvent payer encore leur loyer. 800 000, c'est à peu près, grosso modo, une délégation que peut avoir un directeur d'agence, tu vois, groupe, par exemple, Crédit Mutuel, CIC ou d'autres banques, c'est à peu près, sur des banques régionales, c'est à peu près ça. Et c'est aussi à peu près le max de la garantie d'un crédit logement, d'un SACEF, etc., d'un organisme de cautionnement qu'on appelle, qui va garantir la banque sur l'argent qu'elle va te prêter. Et donc, une banque prêtera plus facilement si si quelqu'un d'autre prend la garantie que si c'est elle qui doit la prendre sur le bien avec une hypothèque ou quoi. Mais ça, c'est vraiment au cas par cas. Ça dépend des banques, ça dépend des profils et ça dépend surtout de ton capital que tu as à côté et des garanties que tu peux apporter en dehors du bien qui est financé. Ouais. Et ça, quand tu démarres, c'est chaud. Parce que nous, on a démarré, on avait beaucoup de dettes et franchement, zéro épargne, rien du tout. Et en plus, on avait de la dette sur la résidence principale. Alors, on avait mis un peu d'apport sur la résidence principale. Donc, notre argent, il était là, en fait. Notre patrimoine net, il était, c'était peut-être 20% de notre résidence principale, quoi, tu vois. Mais c'est tout, on n'avait rien apporté en garantie. Et là, c'est compliqué. Mais on te prête avec moins d'apport parce que t'es pas trop endetté et que ça va. Maintenant, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, chaque projet, on est au moins à 20, 25, 30% d'apport. Voilà. Parce que l'encours est trop important et donc du coup les banques sont obligées quand même de se sécuriser là-dessus et de nous faire porter une partie du risque avec elles, ce qui est
je le trouve assez normal. Mais il y a cette espèce de ratio patrimonial, ça je l'avais écrit dans mon bouquin. Ce ratio patrimonial, pour moi, c'est ton rapport entre ton patrimoine net et ton patrimoine brut. Et en fait, plus ton patrimoine net est élevé, plus tu vas pouvoir apporter des garanties, quoi. Et ça, c'est beaucoup plus facile pour aller lever de la dette quand tu as un gros patrimoine. Est-ce que le fait d'emprunter, d'acheter des biens via des SCI, ça change quelque chose au calcul de capacité d'emprunt et à ta capacité à emprunter en général? Alors oui et non. C'est-à-dire qu'il y a des banques qui vont considérer qu'une SCI, t'es professionnel, donc ils vont décorréler ton encours perso de ton encours pro. C'est parfait. Exactement. Ce qui permet justement d'aller scaler un peu une fois que tu as atteint ton taux d'endettement, ces fameux 35%. Alors souvent, ils vont jusqu'à 37, 38 quand même facilement. Okay. Voilà. Mais une fois que tu es là, hop, tu te montes en SCI, c'est un peu la bidouille. Tu te montes en SCI et donc c'est plus facile. Maintenant, les banques sont pas folles. Les associés de la SCI, c'est les mêmes personnes que le nom propre. Donc, quand ils prennent une caution solidaire de l'emprunteur, quand tu te portes garant, quoi, tu sais, quand tu écris les lignes, voilà, que tu te portes caution, voilà, du coup, c'est la même personne. Donc, in fine, c'est le même patrimoine que tu peux aller chercher. Donc, s'il n'y a pas suffisamment de patrimoine net sur ce qu'on appelle cette fameuse fiche patrimoniale, que vous avez d'ailleurs vachement simplifiée, vous n'avez pas simplifié, vous avez simplifié le fait de le faire. Ouais. Ça, c'est chouette parce que ça prend beaucoup de temps. À nous le faire remarquer d'ailleurs. Ouais, c'est franchement top sur Finari de faire cette fiche patrimoniale pour donner un dossier au bancaire, un dossier bancaire assez clair. Ouais. Si ta fiche patrimoniale, t'as que de la dette dessus et que t'as pas de patrimoine, t'as beau emprunter à SCI, la banque elle te prêtera pas. Voilà. Ça veut dire que c'est pas magique. Il faut aussi que ce soit cohérent dans le patrimoine global de la personne. Est-ce qu'il y a d'autres tactiques qu'il faut connaître pour aller chercher plus d'emprunts, un meilleur taux, des meilleures conditions, peut-être faire sauter les pénalités de remboursement anticipé? Comment on va chercher du différé aussi? Ouais, alors remboursement sur les indemnités de remboursement anticipé, c'est bien de les négocier, mais c'est pas forcément le nerf de la guerre. Ouais. Je pense que... Pourquoi c'est bien de les négocier en ce moment? C'est bien de les négocier parce que les taux sont élevés. Les taux sont élevés et forcément, comme ils sont plafonnés à 6 mois d'intérêt, mais 6 mois d'intérêt sur des taux à 4%, ça pique plus qu'à 1% forcément. Donc c'est 3% du capital, je crois, ou 6 mois d'intérêt maximum. Le plus favorable pour l'emprunteur en tout cas, le jour où tu cèdes ton crédit. Donc ça, c'est bien de le négocier, mais c'est pas le nerf de la guerre. Pour moi, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir son financement. L'exonération des indemnités, ok, ça c'est un plus. Le taux, franchement, à 0,15, 0,20, ça change, mais en soi, je pense que tu peux faire des économies dans ton quotidien qui vont compenser ça largement. Et tu vois, il faut aussi tout mélanger. Tu vois, des fois, c'est un peu aussi un mindset global. Les frais de dossier, il faut bien qu'ils se rémunèrent. Le banquier, il bosse quand même, tu vois. Et franchement, c'est pas énorme en plus. Franchement, je vous invite tous à aller instruire un dossier dans une banque avec toutes les problématiques de complétude qu'ils ont et au comité, les strates hiérarchiques et tout ça. Mais c'est chiant. Non, mais c'est hyper monstrueux de créer un dossier. Donc, ils taffent. C'est normal qu'ils soient rémunérés. Et puis c'est quoi, c'est ça? Enfin, je sais pas, moi j'ai payé 500 € à chaque fois. C'est entre 0 et 1000. Ouais. Donc voilà, ça dépend. C'est pas important dans. Non. Là, le dernier, tu vois, samedi, j'étais à la banque pour signer justement une demande de crédit. C'était 660, voilà, sur un prêt pro, quoi, enfin sur une SCI à l'IS. Donc ça, tu discutes même pas. Non, mais clairement pas. Mais en fait, j'ai même pas regardé. Si tu veux, l'idée c'était, ok, est-ce que tu m'as prêté? Oui. Et voilà, c'était ça l'essentiel. Donc financement, une fois que tu sais que tu as le financement, qu'est-ce que tu vas quand même optimiser par ailleurs? Alors pour répondre à ta question aussi de tout à l'heure, comment tu fais pour aller un peu continuer de te faire financer? Il y a les types de garanties. Comme je disais, il y a plusieurs organismes de cautionnement en France. Chaque banque travaille avec des organismes différents. Le plus gros, c'est Crédit Logement. Voilà. SACEF, c'est Banque Populaire, Caisse d'Épargne, par exemple. Donc c'est tout le groupe BPCE. Ils vont utiliser SACEF, qui est un organisme de cautionnement interne. Sur le Crédit Agricole, tu vas avoir la CAMCA, qui est aussi l'organisme interne. Et finalement, Crédit Logement, une fois qu'ils t'auront garanti 800 000 balles, ils vont dire non, nous on garantit plus cette personne. Donc peut-être que ça va pas sécuriser la banque, elle ne voudra pas prendre une hypothèque sur son prochain projet. Donc il faudra aller voir une autre banque qui est peut-être le Crédit Agricole, sans cacher les trucs. Je dis pas, il faut surtout pas, mais de se dire ok, le CIC, je sais pas, par exemple, a déjà 800 000 sur ma tête, ils veulent plus me prêter, mais la Crédit Agricole, c'est tout neuf. Ils m'ont pas prêté 1 euro, donc en fait eux ils ont 0 risque sur ma tête, et peut-être que mon profil aussi les intéresse partiellement ou en totalité. C'est vrai que c'est ça qui est paradoxal en fait, c'est que la banque regarde son risque sur toi, mais pas le risque global de ton exposition à toutes les autres banques. Elle le regarde, mais ça la concerne un peu moins quand même. Exactement. Voilà. Et c'est un truc assez paradoxal à analyser quand même, je trouve. Mais c'est vrai que après il y a ces ratios d'endettement et tout ça, c'est pour ça que ça dépend vraiment des constitutions du patrimoine de chacun. Ouais.
Là, tu as parlé de la situation un peu idéale, enfin, tu l'as évoqué tout à l'heure, quelqu'un en CDI qui arrive à déjà au moins passer la première étape de validation. Quelqu'un qui n'a pas de CDI, ça peut être un travailleur non salarié, ça peut être n'importe quoi. Comment il fait? Ça va lui demander peut-être un peu plus d'apport, parce que ça va sécuriser la banque. En fait, tu portes ton risque avec elle, donc forcément, ça la sécurise. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est quand même en train de se transformer vers le travailleur autonome. Je parle pas de l'entrepreneur, je parle vraiment du travailleur autonome, tu vois, qui va faire ses 50, 60 000 par an, mais qui va bosser tout seul pour lui-même. Ouais, et c'est ça qu'il va chercher. Et donc, la micro-entreprise a vachement aidé à ça. Le prélèvement libératoire aussi, parce que ça simplifiait vachement la comptabilité, parce que du coup, tu n'es pas obligé d'avoir un bilan comptable, l'expertiser, tout ça. Et donc, on est quand même dans cette tendance un peu sociétale. Je pense que ça va aider aussi les banques à se lâcher un peu, à comprendre. Maintenant, souvent, elles demandent 2 ans, 3 ans d'ancienneté pour avoir une visibilité sur des revenus, on va dire, stables. Nous, on a des clients qui sont indépendants et qui, au bout d'1 an, arrivent à emprunter sans problème. Voilà. Moi, il m'est arrivé d'emprunter en étant à Pôle emploi entre deux boulots. Tu vois voilà, en étant en période d'essai aussi. Toi aussi, tu l'as fait Ouais, je l'ai fait en chômage. Ouais, voilà. Donc, encore une fois, on est des êtres humains. C'est des négociations de gré à gré, non pas avec une banque, mais avec l'interlocuteur qu'on a en face. Ouais. Et si on est, je veux dire, bien câblé et que le mec en face, il est bien câblé et qu'on tous les deux, on comprend le même objectif, ok. Enfin, et que tout le monde est gagnant à la sortie, franchement, le statut, ce sera pas un souci. Ce qui est sûr, je le répète, c'est que si tu es salarié, il faut en profiter un max. Ça, c'est sûr. Et franchement, j'ai une phrase qui m'est ancrée dans la tête, que mon expert comptable m'a dit il y a plusieurs années, c'est si tu n'as pas 1 million d'euros d'encours de crédit à la banque à 40 ans pour de l'immobilier, c'est que tu as raté un truc, tu vois, dans la constitution de ton patrimoine. Comme la Rolex. Ça n'a pas raté ta vie, mais disons qu'elle sera moins confortable 20 ans après que si tu l'avais pas fait, quoi. Ok. Voilà. Et pour les gens qui hésitent entre s'acheter une résidence principale, mais peut-être dans quelques années, et acheter du bien locatif maintenant, mais que ça risque de grignoter la capacité d'emprunt pour la ARP, comment ils peuvent arbitrer, eux? C'est pas évident. Moi, j'ai jamais été dans cette situation parce que j'ai toujours privilégié la ARP avant les invests. Ouais. Mais je pense que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire que si tu mets all-in sur un investissement locatif, déjà souvent la banque va pas forcément te prêter parce qu'elle va dire attention, t'as pas de résidence principale. Ça, c'est un sujet qu'on entend souvent chez les jeunes. C'est vrai. Il y a des banques, encore une fois, qui s'en foutent, des interlocuteurs qui s'en foutent moins. Mais si c'est le cas, il faut un juste équilibre. C'est-à-dire que si tu as 35% d'endettement, il faut baisser et tu fais un invest qui va te mettre à 15-20% d'endettement. Et puis ta résidence principale, tu vas aller avec le reste. Ou inversement. Voilà. Mais pour moi, il n'y a pas trop de secret. En fait, il faut discuter avant. Et peut-être qu'avant de faire un premier investissement locatif, si tu n'as pas de résidence principale, il faut aller sonder la banque. Celle-là, mais aussi une autre, quelques-unes. Et voir en fait comment tu pourrais être reçu en disant je vais faire un locatif et dans la foulée, je fais une résidence principale. Voilà. En fait, il faut poser des questions, clairement, à ces interlocuteurs. Ouais. Moi, ce que je ressens quand je te parle, c'est que t'as décidé, tu t'es lancé dans l'aventure et ensuite tu as commencé vraiment à te mettre dans un espèce de mindset immobilier. Comme tu as dit, tu voulais être le caïd de Toulouse. On t'appelle le caïd de Toulouse. Non, c'est pas vrai. Le caïd de l'immobilier de Toulouse. Ouais. C'est quoi tes conseils pour quelqu'un qui débute, pour qu'il puisse aussi basculer dans ce mindset où en fait ça va devenir une machine de l'immobilier? Avoir des objectifs clairs au départ et un horizon tout aussi clair. Parce qu'en fait, souvent, les gens, ils ont des objectifs, des fois qui sont un peu farfelus. Donc déjà, je pense que l'objectif que tu cibles au début, c'est plus du tout le même 1 an ou 2 ans après. Donc, il faut prendre le temps quand même de bien travailler sur cet objectif. Tu te mets un week-end au vert et vraiment tu travailles là-dessus. Ça fait un peu coach mindset, mais franchement, j'ai jamais fait en vrai. Mais je pense que ça peut être pas mal. Mais surtout l'horizon. Parce qu'en fait, c'est quoi parce qu'on fait tout ça pour quelque chose. C'est en fait, in fine, c'est que du pognon. Faut pas se mentir, mais le confort que tu veux t'acheter avec de la rente immobilière dans 20 ans, 25 ans, 15 ans, etc., c'est que parce que tu vas avoir du pognon pour te le permettre de le faire. Mais c'est quoi cet horizon? Est-ce que c'est dans 5 ans, je veux arrêter de bosser? Est-ce que c'est dans 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce que c'est pour améliorer ma retraite? Est-ce que moi, mon boulot, il me fait kiffer, donc je veux pas le quitter? C'est juste un complément. Et tu vois, donc ça, c'est l'objectif. Et après, l'horizon. C'est vachement important, je trouve. Et à partir du moment où ça, c'est clair, franchement, tu mets en place ta stratégie. Et là, tu te dis, ok, tu mets des jalons. Il faut que j'en achète 1, 2, 3. Ou tu parles en enveloppe, en montant d'investissement. Donc ça veut dire que moi j'ai tant de côté, donc si je veux investir tant, il faut que j'aille lever tant de dettes. Comment je le ventile, comment je peux diluer mon risque aussi. Parce qu'il y a ça, tu vois, il y a diluer le risque au sein de ton parc immobilier. Voilà. Bien sûr, ouais.
Donc pour moi, c'est ça. C'est d'abord bien définir et après, finalement, mettre les moyens à la hauteur de ses ambitions, quoi. Et ça va être du temps, de la persévérance et de la patience. Parce que l'immobilier, c'est long. Tu veux acheter une action en bourse, ça te prend 2 secondes. Tu veux acheter un bien immobilier, ça te prend minimum 3-4 mois en France. Ouais, à minima. À minima, hein. C'est-à-dire si tu as trouvé le bien aujourd'hui, ça va te prendre 4 mois. C'est hyper long le temps de l'immobilier. Moi, ça m'a vachement appris à être patient en l'immo, honnêtement, par rapport à d'autres sujets que j'ai pu faire à côté, tu vois. Transition parfaite, puisqu'on va passer la deuxième partie. Là, on a acheté le premier bien. Ça y est, on est investisseur immobilier. Maintenant, on veut passer de 1, on va dire, à 20 dans les 10 prochaines années. Comment on capitalise sur ce premier achat pour aller enchaîner les 5 prochains? Déjà, passer de 1 à 20 en 10 ans, je pense que c'est totalement possible et réalisable pour beaucoup de monde. Je dis ça au hasard. Non, mais parce que ça fait 2 par an, in fine, un par semestre, franchement, ça se fait largement. En continuant à travailler, on est d'accord. En continuant à travailler, bien sûr. C'est pas ton activité principale. Bien sûr, mais bon, le soir, il y a pas mal d'heures. Le week-end, il y a pas mal d'heures. Je précise quand même que Julien, quand je l'ai rencontré, faisait quasiment... Enfin, j'ai l'impression qu'il faisait que ça de ses week-ends. Donc, tu étais quand même un stakhanoviste de l'IMO. Il n'y a pas de hasard, en fait. Tu t'es pas non plus... Tu faisais pas ça de temps en temps. C'était... Je me souviens, tu mettais tes vidéos, tu étais chez le notaire. Oui. Tu habitais chez le notaire, quasiment. Tu avais un lit... Non, mais c'est vrai ce que tu dis, Mounir. Et en fait, je suis un stakhanoviste dans tout ce que j'entreprends. C'est-à-dire, quand je joue au poker, je faisais que ça. Oui. Quand je faisais de l'IMO, je faisais que ça. J'ai fait du triathlon pendant des années, j'ai fait que ça. J'ai arrêté le triathlon pour prendre ce temps et le mettre sur l'IMO, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas tout faire. Mais comme je disais, quand je fais du triathlon, les gens me disaient, mais comment tu fais pour t'entraîner autant? Je me lève 1h30 plus tôt le matin, je me couche 1h30 plus tard le soir, ça fait 3 heures par jour, tu multiplies par 7, ça te fait 21 heures dans la semaine. C'est énorme. T'as retrouvé une nouvelle semaine. Non mais enfin, tu vois, au bout d'un moment, voilà. Et alors oui, je faisais pas grand chose d'autre, mais c'était mon objectif à moi, mais qui correspondait pas forcément à celui du voisin, tu vois. Pour l'IMO, c'est pareil. Donc, c'est vraiment être persévérant. Le nerf de la guerre, c'est le financement. Donc, il faut trouver un bon partenaire, vraiment bancaire. Ça, c'est la clé. Il faut trouver plusieurs partenaires, surtout. Parce que le premier partenaire, il va vous servir pour acheter, je sais pas, si on prend 200 000 euros, par exemple, en moyenne, un bien, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que c'est plutôt des studios de très grosses villes. Hein, type un studio à Lyon, ça coûte à peu près 200. À Toulouse, c'est déjà beaucoup moins cher. Tu prends ça, ça veut dire que le mec va te prêter facilement, je pense jusqu'à 800 000 euros, comme on disait tout à l'heure, assez facilement, si tu as un salaire correct ou que tu es en couple. C'est sûr que c'est plus facile d'investir à deux aussi. Ensuite, il faut trouver d'autres partenaires bancaires. Voilà. Pour moi, c'est ça le nerf de la guerre. Trouver un bien, sortir de chez soi. Souvent, je vois pas mal de vidéos, comment on fait, où j'investis, c'est quoi les bonnes villes et tout ça. Il n'y a pas de bonne ville ou de mauvaise ville. Il y a des bons investissements et des mauvais investissements. Mais il y en a partout, en fait, de ça. T'en as à Paris, tu as des très mauvais investissements. Et tu as des très bons. Voilà. Et dans toutes les villes, et dans un village de 1000 habitants, tu as des très bons et tu as des archi mauvais. Donc, pour le coup, là, c'est vraiment archi mauvais pour le coup. Mais je pense que ça, c'est pas la problématique. La problématique, c'est juste de trouver un truc qui correspond à tes objectifs et à ton horizon. Et une fois que tu as ça, c'est de le faire financer. Voilà. Donc, trouver des partenaires, c'est la clé. Trouver un partenaire expert comptable aussi qui a une notion fiscale relative à l'immobilier, c'est important. J'entends des fois le fiscaliste, etc. Franchement, le fiscaliste, c'est vraiment pour un niveau supérieur. Toi, t'en as un? Quoi, moi, j'en ai un parce que je vais à l'international et que du coup, il y a des... Voilà, entre les conventions, entre les pays, c'est pas les mêmes. Il faut quand même les analyser. Alors, même si je les lis moi, tu vois, pour éviter de faire des mauvaises interprétations, je préfère quand même demander l'avis à un fiscaliste. Voilà, pour les expatriés, c'est important, qui veulent investir en France et qui nous regardent et qui sont expatriés. Nous, on en accompagne pas mal. C'est important aussi, tu vois, il y a des contraintes. Pour faire du LMNP, t'as pas besoin d'un fiscaliste, quoi. Tu vois, t'as besoin d'un bon expert comptable qui sait te faire un bilan, quoi. Voilà. Et qui sait comment amortir ton bien et comment un coup jongler entre l'amortissement et le déficit reportable. Voilà, c'est un peu ça. Donc, des bons partenaires, je pense, c'est la clé. Après, comme je disais, il faut sortir. Et si tu sors pas, tu délègues. Et si tu délègues, ça te coûte un peu. Mais si tu veux aller vite, c'est aussi une solution. Tu loues en longue durée, tu loues en courte durée / Airbnb. Les deux. Le Airbnb, c'est intéressant comme sujet. Moi, je loue les deux. J'ai fait les deux. J'ai été très exposé à Airbnb pendant un moment. Je le suis beaucoup moins. J'en ai encore. J'en ai en France et au Portugal. Qui sont deux marchés totalement différents. D'ailleurs, en Portugal, c'est vraiment saisonnier. En France, c'est dans Toulouse, donc c'est plutôt court durée au sens business. Hein. Les mecs viennent 2-3 jours, ils viennent pas passer leurs vacances à Toulouse, où ils viennent, c'est juste un point de visite. J'y reviens de la location courte durée, personnellement, parce que, je le disais un peu tout à l'heure, mais c'est la course à la déco, aux tendances, à la rénovation, à la déco.
Parce que quand tu es sur Airbnb, tu regardes d'ailleurs, quand tu vas à la page d'accueil, ils te montrent que des châteaux. Ouais. Et tu vois, ils veulent que tu vives des expériences, des trucs. C'est ça, ouais. Et donc, ils vont mettre en avant des biens qui sont un peu atypiques, mais atypiques d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire au goût du jour, tout en étant atypique et autres. Donc, moi, je mets un bien sur le marché, je sais pas, je te dis une bêtise, il y a 3 ans. Il est hyper au goût du jour. Franchement, 2 ans après, déjà, tu vois, donc il est has-been. Et donc, c'est toujours la course à la déco, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu réinvestisses ça. Et ça, les gens, tu le sais, t'en parles très, très souvent. Quand tu mets ça à la fin de l'investissement pour calculer ton TRI, ça te dégrade vachement. Parce qu'en fait, c'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens et c'est à la fin de l'investissement que tu peux vraiment faire le calcul de tout ce que ça t'a coûté et ce que ça t'a rapporté. Et vraiment calculer ton rendement. Et les gens n'anticipent pas que mettre 3-4 000 balles de mobilier ou de déco tous les 3 ans, forcément, ça grève ton investissement sur 20 ans. Tu vois. Malgré le fait que tu aies fait, oui, peut-être un petit peu plus de cash au départ. Et puis, il y a les conciergeries aussi, à qui tu délègues ça. Parce que faire du Airbnb toi-même, donc répondre aux locataires, enfin aux gens, les gens ont toujours un problème le samedi et le dimanche à 23h, tout le temps. Parce que la journée, ils sont pas dans les Airbnb. Et la semaine, il y en a un peu moins que dans les week-ends aussi. Donc en fait, tu es toujours embêté. Moi, ça m'est déjà arrivé d'être embêté. Donc, si tu veux, on a tout délégué à des conciergeries. Mais la conciergerie, elle est là pour gagner sa vie. Elle va pas te faire ça gratos. Donc, elle grève vachement ton rendement aussi. C'est comme les intermédiaires dans les marchés financiers, etc. Donc, c'est combien la conciergerie à peu près ? C'est entre 20 et 25% sur le net propriétaire. Ouais, donc c'est beaucoup. Donc, hors ménage. Ça veut dire que si toi, tu factures 20 euros le ménage et qu'eux, sur Airbnb et qu'eux, ils te refacturent 25%, déjà, tu perds 25 euros, tu perds 5 euros. Donc l'idée c'est déjà de facturer le ménage que eux te prennent. Comme ça le ménage on va dire c'est ISO, c'est une case à part qui s'équilibre. Et après sur le net propriétaire, donc ça veut dire enlever de ton revenu brut, t'enlèves les commissions Airbnb ou Booking tes revenus bruts, eux ils te prennent 20 ou 25%. Parce que t'as Booking quand même, qu'on oublie. T'as Booking. Qui fait un peu des fonds de tiroir. Ouais, pas mal, et ça dépend des appartes en fait. Tu vois, moi j'ai des appartes très exposés Booking et je faisais pas grand chose sur Airbnb. Et notamment la clientèle business, c'est beaucoup sur Booking. Ouais, exactement. Parce beaucoup que plus cher d'ailleurs sur Booking. Exactement. Et en plus, mais il y avait un système de commission qui était un peu différent aussi. Maintenant, ils sont un peu alignés sur les commissions et tout ça, donc ça va. Mais Booking, très intéressant pour certaines villes, je pense. Ouais. Voilà. Parce qu'il y avait une grosse clientèle business au départ, parce qu'ils faisaient des hôtels et tout ça. C'est quand même, sûr, voilà. Donc 20-25%, ça grève vachement, comme je le disais. Le bien se dégrade, malgré tout, parce que t'as des gens qui sont quand même peu respectueux, parce qu'ils y vivent pas, en fait. Ils viennent 3 jours, ils s'en foutent. Enfin, tu vois, voilà. Moi, j'ai eu des trucs hallucinants où j'ai fait intervenir Airbnb Cover, justement, leur assurance, qui fonctionne pour le coup très bien, malgré la vétusté assez confortable qu'ils appliquent. Ouais. Mais c'est comme ça. Parce que j'ai eu des fêtes dans mes Airbnb, notamment après le Covid, il y avait beaucoup de fêtes. Ouais. Voilà. Donc, j'en reviens un peu. Donc plutôt longue durée aujourd'hui. Ouais, longue durée. Colocation, j'en ai fait une aussi, tu vois, pour tester, parce que c'est pas mon truc, mais bon, moi j'aime bien en fait parler des choses que je teste, tu vois, je veux avoir des avis vraiment, alors pas vraiment objectifs parce que ça reste les miens, mais en tout cas je veux avoir un avis qui est basé sur des faits. La colocation, c'est pareil. Il y a eu une mode à la colocation. Tout le monde en parle, ouais. Tout le monde a fait des colocations. Il y a des marchés qui sont hyper saturés parce que bon, des villes étudiantes comme Montpellier ou Toulouse, ça court pas les rues non plus en France, tu vois. Donc il y a des marchés sur lesquels ça peut marcher. Il y en a d'autres où franchement c'est un peu compliqué. Et en plus tu portes absolument toutes les charges. Et quand on voit l'augmentation du coût de l'énergie ces derniers mois, ces dernières années, la téléphonie, alors ou Internet, pas trop, ça n'a pas trop augmenté, mais ça aussi tu le portes pour tes locataires quand tu es en colocation ou Airbnb. L'électricité, pareil, hein, sur le Airbnb, c'est toi qui la portes. Donc le mec, combien de fois moi je passais comme ça au hasard, chauffage allumé, fenêtre ouverte, radiateur dessous, non mais franchement c'est irrespectueux. Voilà. Quand toi tu as des Airbnb, quand tu vas dans un Airbnb, tu fais jamais ça parce que tu sais combien ça te coûte, tu vois, et combien ça va coûter au propriétaire, mais même pas que financièrement, mais tu vois, humainement, quoi. Enfin, tu dis, mais les gens, franchement, c'est pas cool. Voilà. Donc Airbnb, c'est pas non plus la solution miracle. Non. La coloc non plus. Il y a une solution qu'on évoque pas mal, c'est d'acheter des grosses surfaces, de les diviser pour en refaire des plus petites surfaces. Ouais. Ça, c'est quelque chose que tu fais ? Ouais, c'est quelque chose qu'on fait de manière professionnelle sur nos activités de marchand de biens. Donc ça, oui, ça, on le revend. Et après, sur de la détention personnelle, moi, j'ai jamais redivisé des espaces. J'ai acheté des immeubles où il y avait déjà des espaces qui étaient divisés. Alors là, je suis en train d'en acheter un où je crée un appartement supplémentaire, tu vois, c'est une création supplémentaire, mais c'est tout. Oui, ça peut être une solution, parce que c'est comme la vente de drogue, hein, c'est plus la surface est petite et plus ça se vend cher. Donc forcément, quand tu achètes en gros et que tu divises, ton prix au mètre carré, il augmente foncièrement, quoi. Voilà. Mais attention quand même aussi au coût des travaux, qui a beaucoup augmenté.
Parce que tu posais la question, tu vois, tout à l'heure, est-ce que je faisais beaucoup de travaux, est-ce que j'achetais des choses déjà rénovées? Ben, là aussi, ça dépend de l'emplacement dans lequel tu vas être, ça dépend des villes dans lesquelles tu vas être. Et ça, pour moi, c'est un warning. Si vous achetez dans une petite ville où le prix au mètre carré il est faible, et méfiez-vous des travaux et du coût des travaux, parce que vous allez vite vous retrouver avec un prix hors du marché, et quand vous allez revendre, il n'y a personne qui voudra acheter votre bien parce que vous serez hors du marché. Et sur ces petites villes-là, souvent les seuls qui veulent acheter des biens, c'est les gens qui veulent faire du rendement, comme vous, à l'époque où vous avez acheté. Donc c'est trop cher. Donc c'est trop cher. Voilà. Et donc il n'y a pas la demande en face. Et en plus, comme les gens regardent malgré tout les outils qui sont bien et pas bien, de moyenne type meilleur agent, etc., où vous allez vous regarder des moyennes au mètre carré, ils vont dire mais vous êtes beaucoup trop cher, même si c'est un appartement pépite, quoi. Tu as dit tout à l'heure que tu n'avais pas payé d'impôts sur tes LMNP. Du coup, tu fais quoi des revenus ou des loyers que tu perçois? Alors moi, je suis pas du tout de l'école, je veux être rentier de l'immobilier ou des choses comme ça, c'est pas du tout mon sujet. J'ai été moitié salarié, moitié entrepreneur dans ma vie. Mes activités principales, j'ai toujours kiffé ce que je faisais, autant en salarié qu'en entrepreneur. Et j'ai toujours voulu construire le maximum de patrimoine possible. Et quand tu veux construire le maximum de patrimoine possible, tu peux pas utiliser cet argent pour remplir ton frigo, parce que sinon tu construis rien. Donc typiquement, t'achètes un immeuble et il te génère 1000 euros d'excédent. Si ces 1000 euros ils te servent à vivre, clairement ton patrimoine il s'arrête là. Tu pourras plus jamais le développer. Et moi j'avais envie de construire quelque chose de plus massif dans le temps, quitte à ce que ça prenne 20 ou 25 ans. Bon, déjà, ça fait 15 ans. Après, il y a des années où j'ai rien fait, parce que j'ai entrepris d'autres trucs. J'avais laissé l'immobilier de côté, j'ai réaccéléré. Et je me donne encore, tu vois, 6 ans pour vraiment finir de capitaliser et continuer encore de construire. Une fois que je suis à cette phase-là, après, tu consolides et après, tu récoltes les fruits. C'est vraiment tu peux vraiment faire ce parallèle avec la nature, en fait. Je veux dire, tu plantes une graine, ça pousse, et c'est que quelques années après que le pommier, il donne des pommes, et tous les ans, il donne des pommes, jusqu'à sa mort. Et il meurt. Bon, en plus, il meurt moins vite que nous. mais tu vois, c'est un peu l'idée. Moi, je suis toujours encore, alors je suis à la fin, mais je suis dans cette phase vraiment de consolidation. Donc, en fait, moi, typiquement, pour répondre de manière concise, j'ai clairement pas vraiment de revenus qui sont... que je sors de l'IMO. Pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de patrimonial, parce que après j'ai diversifié, donc je suis allé chercher des biens qui avaient du rendement plus important. Donc si on parle de taux de rendement qui veulent rien dire, mais on va prendre un rendement brut parce que voilà, ça permet de comparer. À Toulouse, je vais être sur du 5,5-6%, tu vois. Dans d'autres villes dans lesquelles j'ai investi, je vais être plutôt sur du 10-11%. Donc ça va venir équilibrer des efforts d'épargne avec des cash flows, mais je vais être à l'équilibre en autofinancement sur le patrimoine. Par contre, l'idée, c'est toujours, est-ce que je peux continuer à emprunter? Oui, parce que j'ai les bons partenaires et j'ai la bonne situation. Et donc, je continue à construire comme ça. Voilà. Le jour où j'arbitre ce que je dois arbitrer. Je rentre dans une fiscalité forcément, parce que là, au bout d'un moment, tu peux plus y échapper. Mais c'est pas grave. T'as construit. Voilà. Justement, on va parler de l'après ou de la fin. Le LMNP, typiquement, tu achètes un appartement, à quel moment tu le vends? Ou alors, est-ce que tu le vends à un moment, tu le gardes pendant 20 ans, tu le donnes à tes enfants? Comment ça se passe? Si tu raisonnes de manière fiscale, ça dépend du rendement de l'appartement. Admettons, justement, cet appartement, tu fais du Airbnb, tu t'en occupes tout seul. Donc, en fait, tu fais un gros cash. Tu fais vraiment un gros cash flow parce que tu t'en occupes, parce que tu payes pas. Et même limite, c'est toi qui fais le ménage et tout. Donc, voilà. Là, clairement, d'ailleurs, le LMNP au réel, c'est même pas intéressant. Il vaut mieux prendre le micro-BIC et prendre 50% d'abattement parce que t'as pas assez de charges à déduire et t'as trop de revenus. Ça, franchement, je suis pas expert comptable, là, j'ai rien sous la main, mais j'ai envie de dire entre 4 et 6 ans, ta fiscalité, tu te fais défoncer si t'es au réel. Sur un truc patrimonial, t'es plutôt entre 8 et 10 ans. Voilà, donc je dirais 10 ans max. Après, tu commences à... Parce qu'en fait, le bien, il s'amortit très fortement sur les 10 premières années, comptablement, et après, de manière un peu moindre. Et tu as aussi pas mal de frais au départ que tu vas amortir sur plusieurs années, les frais de notaire, les frais d'agence, tous les frais d'acquisition. Et ces biens-là, une fois qu'ils sont amortis, du coup, ils ne génèrent plus de déficit. Et donc, à ce moment-là, tu revends pour en fait racheter un autre bien en LMNP et relancer la machine. Ouais, typiquement, je te prends un exemple que j'ai fait. J'ai revendu deux biens 10 ans après. Sur ces 2 biens, j'ai récupéré 200 000 euros. Ces 200 000 euros, je les ai divisés en 5 fois 40 000, c'est ça? Les apports, ouais. 5 fois 40 000 apports qui m'ont permis d'acheter 5 autres biens. Tu aurais pu faire 10 fois 20 000. En fait, tu peux faire... Ça dépend des invests que tu vas aller derrière, sur lesquels tu vas aller derrière. Donc,
L'idée, c'est de scaler comme ça. Et c'est-à-dire, tu as 1, tu vends, tu fais 5, tu vends ces 5, tu fais 5 à chaque fois, donc c'est 5 fois 5, 25, et tu vois, tu peux aller vite comme ça. Et si tu le fais tous les 10 ans, bah, du coup, tu calcules en partant de 1 ou 2, combien ça va te prendre de temps pour arriver. Et si tu fais ça tous les 5 ans, bah, c'est encore plus facile. Mais par contre, tu vas le faire avec souvent des montants moindres, parce que tu vas avoir capitalisé beaucoup moins dans le temps. Bien sûr, ouais. Et tu sais qu'avec, évidemment, un tableau d'amortissement, bah, tu capitalises pas beaucoup au début. Par contre, après, franchement, passer 10 ans, un tableau d'amortissement, ça commence vraiment à avoir de la gueule, quoi. Bon, il se trouve que moi, je vais un peu sur Instagram de temps en temps, donc j'ai toujours ces pubs de formateurs qui me disaient il y a 2 ans, je vais vous apprendre à faire de l'immobilier rentable. Maintenant, ils me disent, je vais vous apprendre à devenir marchand de biens. Enfin, c'est quoi, du coup, Est-ce qu'il faut se méfier de ça? Est-ce que toi, tu as été marchand de biens? Est-ce que c'est une activité qui est vraiment intéressante à faire? Alors, oui, c'est une activité qui est intéressante à faire si tu la fais de manière professionnelle. Parce que peut-être juste le définir, c'est achat, revente. Ouais, marchand de biens, en fait, c'est un commerçant, c'est un marchand, c'est pas un artisan, parce que les gens se méprennent aussi souvent. C'est-à-dire que le marchand de biens, il fait pas de travaux. Il fait faire des travaux. Mais grosso modo, c'est un commerçant qui achète de l'immobilier pour le revendre en l'état, ce qu'on appelle des flips, aller-retour. Bon, ça, franchement, c'est assez anecdotique parce que les gens ne sont pas fous normalement s'ils sont bien accompagnés. Malgré tout, ça peut arriver. Mais globalement, c'est quelqu'un qui va acheter, créer de la valeur et vendre avec une marge. Voilà. Donc, c'est son métier. C'est un métier qui est pas conventionné. Il y a pas de... en fait, il n'y a rien qui dit tu peux ou tu peux pas faire marchand de biens. T'as pas besoin de diplôme, voilà, alors que tu es considéré quand même comme un professionnel de l'immobilier. C'est fou. Donc tout le monde peut s'y lancer. Malgré tout, tu as des responsabilités parce que si tu fais toucher la structure d'un bâtiment ou que la plomberie pète, etc., ben, c'est toi qui es responsable et tu es responsable des vices apparents, évidemment, mais aussi des vices cachés. Ce qui n'est pas le cas d'un vendeur particulier qui lui est exonéré de la garantie des vices cachés. Donc, à moins de prouver sa mauvaise foi, etc. Et ça, les gens, souvent, quand tu parlais des formateurs, les gens qui prônent le marchand de biens, ils vont dire, oui, faites une résidence principale, achetez, rénovez, revendez, vous n'avez pas d'impôt sur plus-value. Ça, pour moi, c'est pas un professionnel de l'immobilier et c'est pas un marchand de biens. Et si tu fais marchand de biens à titre personnel, ça veut dire que tu engages ta propre responsabilité personnelle jusqu'à la fin de tes jours s'il se passe un truc, tu vois. C'est pas une décennale ou quoi que ce soit, c'est jusqu'à la fin de tes jours. Tu vois, si le bien, il n'y a pas eu de travaux entre-temps et que quelqu'un n'y a pas touché après toi, c'est toi. Et souvent, les gens qui le font à titre personnel vont eux-mêmes faire les travaux, alors qu'un marchand de biens n'est pas censé faire les travaux. Voilà. Donc, marchand de biens, oui, tu peux. Par contre, il faut du capital. Les circuits de financement ne sont pas du tout les mêmes. Donc, si tu vas pas aller voir ton banquier de l'agence du coin pour te dire salut, je vais acheter un immeuble divisé en 12 apparts et revendre à la découpe. Non, ça marche pas comme ça. Ce sont les pôles immobiliers des banques qui financent les marchands de biens. Donc, ce sont les mêmes qui finançaient les promoteurs immobiliers, parce qu'il y en a moins quand même aujourd'hui de projets. Donc ça veut dire que ces gens-là financent des projets à 20, 30, 40, 50 millions d'euros, voire même 2-3 en marché très local. Si vous allez les voir en demandant 200 000 euros, ça ne marchera pas. Ils ne vont même pas vous ouvrir la porte, parce qu'il y a des minimums. Typiquement, nous, dans le sud-ouest, il y a quelques banques qui font du projet IMO, pas toutes, du projet IMO professionnel comme ça. Il y en a, ça va être 400 000 d'encours, de prêt minimum. D'autres, ça va être 750. D'autres, ça va être 1 million minimum. Donc, si vous avez des petits projets, déjà, ça ne marche pas. Et surtout, les banques ne vous prêteront pas si vous n'avez aucune expérience en la matière ou si vous n'êtes pas associé avec quelqu'un qui a déjà fait. Donc, marchand de biens, encore une fois, oui, mais de manière professionnelle, avec les bonnes assurances, les bonnes garanties, et surtout respecter les gens à qui vous allez vendre. Parce qu'en fait, vous êtes un marchand. Voilà. Encore une fois, si t'es boulanger, t'ouvres une boulangerie. Tu vends pas du pain juste à ta fenêtre, quoi. Voilà, c'est un peu pareil. Donc tu te professionnalises, tu fais les choses bien, t'investis dans le bon matos, tu vois, en l'occurrence assurantiel notamment. Voilà. T'as parlé tout à l'heure de tes investissements au Portugal. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur ce que tu fais là-bas ? Le Portugal, c'est parce que moi je suis d'origine portugaise, donc j'avais cette attache. J'avais envie d'avoir un pied-à-terre, donc c'est une sorte de résidence secondaire dans laquelle je ne vais jamais parce qu'elle est toujours pleine. Elle est à quel endroit ? Elle est en Algarve, dans le sud, donc plutôt bien placée. On est à 300 mètres de l'océan, on est dans une belle résidence. Je l'ai fait parce qu'on voulait un pied-à-terre là-bas, mais on n'y va jamais. Parce qu'il est en Airbnb toute l'année et qu'en fait ça marche toute l'année parce qu'il fait beau toute l'année là-bas et que tu as des gens aussi, de plus en plus de clientèle d'ailleurs américaine, qui vient un peu se mettre là 3-4 mois l'hiver. Donc on loue même des mois entiers, plusieurs mois, 2-3 mois des fois l'hiver.
et après on loue à la semaine ou au week-end en dehors. Ça marche très bien, il y a une convention de non-double imposition entre les deux pays, donc fiscalement franchement ça se passe bien. La vie est pas très chère, les loyers sont plutôt, enfin le prix à la nuit est plutôt bon. C'est une ville, c'est une région très touristique et on accompagne aussi nous notre activité professionnelle des gens à Porto, à investir à Porto. Donc j'ai une collaboratrice qui est là-bas. Porto qui est une ville très dynamique aussi, qui est très chère, vraiment vraiment très chère, quasiment les prix de Paris on va dire. Sur vraiment l'hypercentre, donc impressionnant par rapport au SMIC qui est à 850 € là-bas. Voilà. Et ça, tu fais financer par une banque française? Alors, plusieurs solutions. Tu peux faire financer par une banque française si tu as des garanties à apporter en France, sauf si tu fais financer par une banque portugaise qui a une filiale française. Et en l'occurrence, là, ils peuvent prendre une garantie hypothécaire au Portugal et s'arranger entre filiales. Mais même, tu vois, par exemple, CMCIC avec Iberbanco et tout ça, ils ne le font plus. Ils prennent plus trop de garanties comme ça. Donc, soit tu apportes une garantie. Ouais, mais c'est trop galère en fait de prendre une garantie dans un autre pays pour une banque qui n'est pas dans le pays. Tout ça. Enfin, c'est un peu compliqué. Soit le mieux, c'est que nos clients, nous, ils se font financer directement sur place par des banques locales. C'est à peu près 30% d'apport qu'il faut considérer pour un investissement à l'étranger. Et ils vont regarder aussi ton CDI, des choses comme ça? Ouais, ils vont regarder tes revenus, ils vont regarder ton avis d'imposition aussi en France, tu vas leur demander, que tu vas leur donner. Après, c'est pareil, ils ont zéro risque sur toi, tu mets 30% d'apport, il y a un bien immobilier qu'ils prennent en hypothèque. Bon, franchement, ils ont un peu ceinture et bretelles, quoi. Donc, tu l'as dit, pour toi, l'immobilier, c'est pas la finalité, c'est juste un moyen de te constituer ton patrimoine. Du coup, si on prend un peu de hauteur et on regarde ce qu'il y a d'autre, au-delà du circuit classique d'empiler en gros des biens locatifs, il y a notamment la promotion. Tu as parlé des promoteurs tout à l'heure, mais on peut aussi faire de la promotion à titre personnel. Acheter un terrain nu, mettre des maisons dessus, est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu fais et que tu recommandes? On le fait dans nos activités de marchand de biens. Moi, j'aime pas trop traiter ces sujets de foncier et de maison. Je préfère les immeubles et divisions de bâti. Déjà parce que j'aime le cachet de l'ancien, ça c'est très personnel, mais parce que aussi je suis plus à l'aise avec le sujet et comme je suis plus à l'aise de parler de ces sujets-là aussi, que tu vois, que de la promotion que je maîtrise absolument pas. Et puis j'ai essuyé quelques déboires sur de la vente de foncier, c'est très long le foncier et la construction aussi. Et je t'ai dit, ça m'a appris à être patient, mais pas suffisamment pour faire de la promotion immobilière. Donc ça, tu laisses de côté maintenant? Moi, je laisse de côté la promotion. Ouais. On a pas mal parlé de l'immobilier résidentiel. Quid du non résidentiel? Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu regardes? Pas à mon niveau, enfin un peu à mon niveau, mais de manière très light, c'est-à-dire j'ai déjà acheté des locaux d'activité que j'ai revendus depuis, donc des locaux mixtes, bureaux et locaux de stockage. J'ai des locaux commerciaux, mais dans lesquels je mets mes activités à moi. C'est-à-dire j'ai une agence immobilière par exemple en région toulousaine, je suis propriétaire des murs, voilà. J'ai eu des bureaux, des choses comme ça, mais c'était toujours pour mes activités entrepreneuriales à côté, tu vois. J'ai jamais, là on a un immeuble où on a une agence immobilière concurrente à la nôtre d'ailleurs en locataire, tu vois, et puis des habitations au-dessus. Voilà, mais je suis plutôt soit dans le mix, soit dans le full habitation, parce qu'en fait, voilà, j'aime bien, je te dis, ce côté un peu sociétal et social, quoi. L'hôtellerie, c'est un truc que tu as regardé? Pas du tout. Non, pas du tout. J'ai une amie qui a 3 hôtels, dont un à Toulouse qui cartonne, qui est devenu le premier hôtel à choper une clé Michelin à Toulouse d'ailleurs. Et c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose que je trouve un peu esclavagiste au départ. Et c'est comme la restauration. Tu vois, franchement, ça a été, si ma femme m'entend, ça a toujours été mon kiff, tu vois, d'avoir un resto. Mais pour le coup, c'est encore plus chronophage que de l'immobilier, quoi. Hyper technique. On dit que c'est souvent le pire business parce que tu es en concurrence avec des centaines d'autres restos dans ta ville. Donc, puis bon, et tendance change encore plus vite que dans l'immobilier. En termes de plage horaire, c'est chaud aussi quand même. Ouais. Enfin, la rotation du personnel. Ouais. Le personnel, le truc. Enfin, c'est chaud, franchement, voilà. Et l'hôtel, pour moi, c'est pareil, ça m'a jamais trop attiré. Voilà. Toi, tu as ouvert un business ou plusieurs business qui sont adossés à ton activité d'investisseur immobilier. T'accompagnes des gens écartés sur l'investissement locatif. Ouais. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui veulent aussi profiter de leur expertise pour, à leur tour, lancer quelque chose autour de ça? Ouais, je pense que moi, j'ai toujours cultivé un peu cette volonté d'autosuffisance, tu vois, de dépendre un peu de personne. Et je pense que les gens, d'ailleurs, qui sont sur Finari, tous ces utilisateurs qui créent du patrimoine, épargnent, etc., c'est finalement
d'un côté pour se rendre un peu autosuffisant aussi, tu vois. Indépendance financière. Voilà, indépendance financière. Je veux pas dépendre de... Voilà, je veux construire mon truc, c'est à moi, tu vois, et personne ne me le prendra. Et moi, j'avais un peu ça, donc j'avais pas envie d'être dépendant, je sais pas, d'une décoratrice. J'avais pas envie d'être dépendant d'artisans, tu vois. Alors même si c'est un truc à part, l'artisan, parce que c'est un métier à part, j'avais pas envie d'être dépendant d'un agent immobilier, tu vois, qui pour vendre nos biens, etc. Donc finalement, on a créé tout cet écosystème. Moi, ce que je peux donner comme conseil, c'est que si vous pouvez le faire, faites-le. Franchement, faites-le. Par contre, vous allez vous disperser. Ça a toujours été mon problème. Vous allez vous disperser. Même si c'est sur le même sujet, tout ça, ça reste quand même une dispersion. Vous allez diluer forcément votre force. Et puis, il faut aussi en avoir suffisamment le volume et les moyens. Voilà. C'est aussi une question de volume. Souvent, on peut tout faire, mais des fois, ça vaut pas le coup. Ça fait 15 ans que tu fais de l'immobilier. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs et à nos spectateurs pour qu'eux aussi puissent devenir des investisseurs à succès ? Oui, je peux en donner un qui est souvent repris, mais qui est essentiel pour moi. C'est que si vous avez vos propres objectifs, n'écoutez pas ceux qui n'ont pas les mêmes ou qui n'ont pas, en tout cas, atteint ce que vous avez atteint vous ou ce que vous voulez atteindre. Et ça, c'est vraiment important, je trouve, parce que souvent, on entend dans un repas de famille, typiquement, mamie qui a un copain d'un copain ou la nièce qui a eu un locataire, qui n'a pas payé, qui a fait ci, qui a fait ça. Bon, par exemple, pour les impayés, il existe des garanties. Il existe même des organismes d'État comme Action Logement, Garantie Visa, etc., qui vont vous garantir des loyers pour des jeunes actifs ou des situations précaires. Tout ça, en fait, si vous êtes vraiment curieux et que vous investissez dans votre projet, c'est des choses qu'en fait, vous allez outrepasser très facilement. Mais ce qui est sûr, c'est que n'écoutez pas de manière générale des gens qui ne sont pas là où vous voulez être. Voilà. Et du coup, on écoute qui ? On écoute des gens qui ont fait. Donc, c'est-à-dire qu'on sort, on rencontre des gens qui ont déjà fait dans notre localité, qui connaissent le marché, qui ont déjà, je sais pas, acheté 10, 15, 20 biens et qui vont vous parler de leur expérience. Ils vont pas vous donner des conseils, en fait. Ils vont vous donner du retour d'expérience, tout simplement. Et ça, je pense que ça a beaucoup plus de valeur que n'importe quel conseil théorique ou bouquin, et je devrais pas dire ça parce que j'en ai écrit un, mais ou bouquin que vous allez lire, en l'occurrence, ou des choses comme ça. Enfin, clairement, le retour d'expérience pour moi, mais il en faut pas un, il en faut plusieurs, c'est vraiment la clé. Merci Julien.